Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du jeudi 17 août 2007. Alors aujourd'hui nous allons avoir un focus un peu plus précis sur la Fed, ce qui s'est passé hier, le compte rendu de la réunion du 25-26 juillet dernier. Alors en bref, on a les membres de la Fed qui commencent à s'inquiéter de plus en plus du ralentissement de l'inflation et pour certains remettent en cause une troisième hausse des taux pour d'ici la fin de l'année. Donc on va voir à quoi s'attendre pour la Fed, quels sont les scénarios envisageables. Et, euh, et donc nous allons voir tout ça ensemble juste après l'avertissement légal sur les risques et comme d'habitude un point de marché complet euh, sur le marché. Trader avec effet de levier comporte un risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou votre euh, euh, ou informations contenues dans cette documentation. Excusez-moi. Euh, alors, pardon. Bonjour à vous, Daniel. Bien le bonjour également. Bonjour Emmanuel. Son image parfaite nous dit Luc, c'est parfait. Merci pour cette confirmation. François, que je salue. Alors, résumé des sciences américaines et asiatiques. Le DXY a reculé après les propos de la Fed. Comme je vous l'ai dit, des propos plutôt dovish. Alors que le marché, je vous rappelle, en début d'année, tablait sur 3-4 hausses des taux. Depuis le marché, depuis le début de l'année, au fur et à mesure des mois, les investisseurs ont perdu confiance en la Fed, perdu confiance dans le sens à suivre le plan, à suivre le plan qui était de 3-4 hausses des taux. L'inflation ne fait que de se dégrader depuis le début de l'année, ce qui accentue cette comment dire, la crainte des investisseurs quant à la possibilité de la Fed à remonter ses taux durablement. En juin, on a eu clairement un signal négatif de la part de la Fed qui, au passage, avait annoncé qu'elle pourrait diminuer son bilan à partir de septembre, ce qui reviendrait à avoir à une politique de pas de resserrement des taux, mais concrètement, c'est une politique qui fait pression sur le dollar parce que et sur l'économie américaine parce que en fait, la Fed, donc je ne sais pas si vous le savez, mais elle a acquis une quantité d'actifs depuis la crise financière pour éviter un effondrement de l'économie. Donc elle a acheté l'équivalent de 4200 milliards de dollars de dettes d'actifs. Et donc le but pour réduire son bilan, c'est tout simplement, eh bien soit de vendre des actifs ou soit de laisser des actifs à la date d'échéance et au lieu de les renouveler, eh bien c'est tout simplement de les laisser s'expirer. Voilà. Donc par exemple, jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il y avait des dettes qui arrivaient à échéance, eh bien, elle continuait à les acheter. Donc elle avait une dette qu'elle avait achetée par exemple à la crise des subprimes. Elle laissait la dette, donc la dette a une certaine à une émission et une périodicité en termes de euh, une validité en termes de temps. Et donc lorsqu'elle arrivait à échéance, la Fed eh bien rachetait ce même montant. Donc en fin de compte, le bilan ne réduisait jamais et dans les meilleurs des cas, elle consolidait. Voilà. Donc la taille du bilan de la Fed est actuellement de 4200 milliards et donc elle souhaiterait à partir de septembre-octobre diminuer ce bilan. Donc a priori, le scénario qui est retenu, ça serait qu'elle arrêterait de renouveler à hauteur d'une certaine tranche, par exemple 10 milliards de dollars par mois. C'est-à-dire que chaque mois, eh bien, elle arrêterait de renouveler l'équivalent de 10 milliards. Et donc, ça ferait réduire de 10 milliards par mois le bilan de la Fed. Voilà, ça c'est un scénario envisageable. Maintenant, concernant la hausse des taux, a priori, les membres de la Fed sont de plus en plus divisés. Certains ne souhaitent pas une hausse des taux, souhaitent mettre une pause sur le cycle de hausse des taux tant que l'inflation ne repart pas à la hausse. Et d'autres affirment qu'il ne faut pas attendre que l'inflation revienne à 2% avant de repartir, de continuer sa hausse des taux, parce que ça voudrait dire que la Fed serait en retard, dépendrait de l'économie et non pas l'inverse. C'est-à-dire que
eh bien la Fed ne serait pas leader entre guillemets, mais agirait selon les conditions de l'économie, ce qui est normalement le cas d'une banque centrale, c'est-à-dire le rôle d'une banque centrale, c'est de stabiliser les prix et d'éviter des scénarios extrêmes tels que la déflation ou une inflation importante. Je vous rappelle que l'inflation n'est pas un bon point pour l'économie. Une inflation trop importante, en tout cas, n'est pas un bon point. Et l'inflation en termes général, pourquoi les banques centrales ont une inflation de 2%? Parce qu'il faut mieux avoir une inflation de 2% plutôt qu'une déflation. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une inflation, un objectif de l'inflation, mais en soi l'inflation n'est pas quelque chose qui est positif pour l'économie. Alors c'est signe que l'économie va bien lorsqu'il y a une inflation de manière générale. Faut pas regarder l'inflation de manière générale, mais l'inflation corps, les inflations sous-jacentes, d'où elle vient, etc. Mais mais donc voilà, les banques centrales ont un objectif de taux d'inflation simplement pour éviter la déflation. Ce n'est pas parce que l'inflation est bien qu'ils ont un objectif d'inflation. Alors, je regarde un petit peu la, la boîte à questions. Alors, bonjour à vous, Alain. Bonjour Frédéric, Franck, que je salue également. Bonjour mon cher François. Eh bien, écoutez, bonjour à vous également. Euh, Allez, alors, exactement François, un petit peu de sérieux. On a fait un petit cours d'économie. J'espère que bon, ça a été assez précis et assez euh, assez bien expliqué. Je continue, excusez-moi, avec ce résumé de la science américaine et asiatique. Donc on a eu globalement un Dow Jones qui a été en repli sous ce ton dovish. Donc a priori, il y a une probabilité de voir que deux hausses des taux. Je vous rappelle que d'après Bloomberg, il y aurait, enfin les analyses qui ont été sondées par Bloomberg, il y aurait une hausse des taux à partir de mars 2018. Donc a priori, il n'y en aurait que deux cette année qui ont eu lieu en mars et en juin dernier. Voilà. Mais a priori, il n'y en aurait pas d'autres. Euh, au passage, si vous êtes sur Twitter, je vous invite à répondre à ce sondage dont j'ai envoyé il y a 50 minutes, vous voyez, et c'est pour avoir votre opinion. Est-ce que donc c'est anonyme, hein, est-ce que vous pensez qu'il y aura une troisième hausse des taux cette année de la part de la Fed? Oui, non, sans opinion. Il y a le résultat devant vous. Donc voilà, euh, annoncez votre ressenti. Et voilà, ça sera intéressant pour tout le monde, pour toute la communauté. Et plus nous serons nombreux, plus ça donnera un échantillon complet. Voilà, plus ça sera précis. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes sur Twitter, vous allez sur ma page Twitter et vous répondez, simplement vous cliquez. Et ça sera quand même assez intéressant de voir ce résultat. Bref. Le marché des actions qui a progressé hier, plus 0,2%, plus 0,14 et plus 0,19%. Donc on a une super performance des valeurs technologiques après une veille où les valeurs technologiques se repliaient. On a les bons américains qui ont été qui ont été achetés, moins 1,86%. Donc je vous rappelle, hein, pour le marché obligataire, lorsque les obligations sont achetées, ça fait baisser le taux. Et à l'inverse, lorsque les taux sont vendus, lorsque les obligations sont vendues, ça fait augmenter les taux. Voilà, c'est tout l'inverse du marché des actions ou du forex, hein. En- Dans la science asiatique, le yen qui a progressé avec des bons chiffres liés à l'exportation, que nous allons voir juste après. Le gold qui progresse suite au minute de la fête, forcément, hein, le gold qui baisse, enfin le DXY qui baisse, le gold qui progresse et qui se rapproche de notre objectif à 1300 $. Est-ce que ça sera l'impulsion qui nous permettra d'arriver à 1300? Écoutez, je l'espère, je croise les doigts. Le Nikkei qui recule de moins 0,14%, ce qui est plutôt logique, hein. Le yen progresse, le Nikkei recule. Je vous rappelle qu'il y a une corrélation qui est négative entre les Nikkei et le yen. Pourquoi? Eh bien, dès que le yen progresse, les produits japonais sont moins compétitifs à l'étranger, et donc il y a une spéculation qui vient vendre le Nikkei, qui vient spéculer sur une baisse des revenus des entreprises japonaises. Le Hang Seng qui recule de moins 0,22% et le MSCI Asia Pacific qui progresse. Globalement, aujourd'hui, mon ressenti quand je vois ce type de graphique, quand je vois ce type de données, et bien sur les indices européens, je serais plutôt aussi en intraday, mais honnêtement sans vrai momentum, avec peut-être une clôture à plus 0,10, plus 0,20%, mais voilà, concrètement pas d'impulsion haussière, pas de CAC vraiment bullish, hein. Excusez-moi. Voilà. Calendrier économique, donc la balance commerciale japonaise qui a été publiée en 4,418 milliards de yens, ce qui fait l'équivalent donc d'environ 5 milliards, il me semble, 5 milliards d'euros, compte une prévision à 327 milliards de yens.
Donc ce qui est plutôt bon pour une balance commerciale. Certes, c'est moins bien que que le précédent mois, mais ça reste supérieur aux attentes. Maintenant, le focus sera à 11 heures heure française sur l'indice des prix à la consommation en zone euro, attendu à 1,3%. Personnellement, je table, bon, à la rigueur, c'est pas très important sur ce dont je pense, mais personnellement, je pense que l'inflation sera inchangée à 1,3%. Tout simplement parce que le pétrole n'a pas fait encore d'effet sur la hausse du pétrole au mois de juillet, n'a pas encore fait d'effet sur l'inflation. Et l'IPC Core qui sera attendu à 1,2%. Voilà. Et enfin, 13h30, on aura comment dire, le compte rendu de la politique monétaire de la BCE. 13h30. Et quelques chiffres macroéconomiques aux États-Unis. Que penses-tu de l'eurodoll, nous dit Jean-Yves? Eh bien écoutez, l'eurodoll, nous y arrivons tout de suite. Hop, voilà, l'eurodoll, c'est parti. Alors déjà le DXY, parce que DXY ça va nous permettre d'avoir un sentiment sur tout le marché. Vous voyez que le DXY s'est replié suite au discours au compte rendu de la Fed hier. Donc il est revenu sur son niveau de support. Est-ce pour autant le moment de shorter? Écoutez, moi je ne pense pas. Je vous rappelle, d'un point de vue technique, on est sur un niveau de support de long terme. Maintenant, c'est vrai que ça vient à l'encontre de nos stratégies qu'on a en place depuis maintenant quelques séances, qui était un achat du dollar. Est-ce que pour autant cela veut dire qu'il faut shorter le dollar et qu'il va casser son niveau de support? Honnêtement, je ne pense pas. Vous voyez que le dollar est acheté ce matin et cette nuit. On a, euh, on a un rebond sur ce niveau de support. Donc tant que le niveau de support tient, il faudra privilégier les positions acheteuses. D'un point de vue technique, en tout cas, c'est ce que le cours, c'est ce que l'analyse technique nous invite à faire. Donc je garde un scénario haussier sur DXY. Donc l'eurodoll a progressé hier. Il a progressé étant donné que le DXY s'est relâché, s'est détendu. Et donc l'eurodoll, vous voyez, a progressé hier. Mais globalement, la tendance de court terme, elle reste baissière. Le RSI n'a toujours pas cassé 50, donc pour le moment, on n'a pas de signal d'achat. La divergence n'est toujours pas validée, cette micro-divergence baissière. Donc pour le moment, écoutez, l'eurodoll, il n'y a pas encore suffisamment de signaux baissiers pour passer à la vente. Mais dès qu'on aura la cassure de 50, il y aura un triple signal de vente. Je vous rappelle, on aura la cassure de ce canal haussier, on aura la cassure de 50 et on aura la divergence baissière qui sera validée. Alors dans ce cas-là, on pourra avoir des positions short jusqu'à 1,15 et 1,15, ça sera un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Voilà, donc pour moi l'eurodoll, moi je reste plutôt avec un sentiment baissier, mais pour moi pas de stratégie vendeuse, étant donné qu'on n'a pas de signaux techniques assez fiables selon moi. On passe sur l'USD Yen, donc l'USD Yen qui s'est replié hier après midi de la Fed comme vous pouvez le constater. Néanmoins, je maintiens mon scénario haussier jusqu'à 112,49. Voilà, je maintiens mon scénario haussier. Le Yen qui superforme cette nuit grâce aux bonnes statistiques, mais en soi, bon, le yen, on va essayer de le shorter en ce moment où il y a une baisse des tensions entre la Corée du Nord et Donald Trump. Et donc les valeurs refuges sont plutôt délaissées, même si le gold progresse, c'est simplement dû parce que le dollar se replie. Et, euh, et donc voilà, je pense que l'USD-Yen, d'un point de vue fondamental, la baisse des tensions et d'un point de vue, comment dire, technique, invite à avoir des positions acheteuses. Maintenant, si le cours de l'USD-Yen casse les 108, s'il casse à la baisse les 108, alors nous reverrons notre plan et nous passerons probablement vendeur. Mais si on a une question de 108, ça voudra probablement dire que DXY casse les 92,50 points. Et dans ce cas-là, ça remettra en cause toute nos stratégies haussières du DXY. C'est-à-dire que l'eurodoll, on pourra reprendre dès demain une stratégie haussière pour viser les 1,20. L'USD Yen, on sera baissier direction les 105, voire même plus bas, voire les 100. L'USD CAD, la USD, bref, toutes les stratégies seront à revoir. Donc la USD, vous voyez, progresse cette nuit. On a eu, alors, c'est vrai que je l'ai pas fait voir, mais on a eu un taux de chômage qui est plutôt bon, en baisse, à 5,6%. Variation de l'emploi, 27,9 contre 20. Et
Et donc voilà, donc globalement c'était des bonnes statistiques qui soutiennent le dollar australien à court terme, et à l'inverse son index Y donc qui s'était replié, qui permet donc à l'AUD-USD de se reprendre. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie qui vient grâce à cette hausse de l'AUD? Bon, écoutez, pour moi, il peut revenir de ses 0,80, mais honnêtement, je crois encore à la hausse du DXY et donc toutes les paires majeures qui devraient être sous pression, tous les autres devises majeures, pardon, qui devraient être sous pression, dont l'AUD. Voilà, donc moi personnellement, je n'envisage pas un dépassement des 0,80 à court terme. Alors les paires majeures, l'USD-CHF, voilà, qui revient, qui semble un petit peu consolidé, hein. On peut avoir un range trading qu'on peut voilà, constater. Donc si je devais tracer le range, voilà, il serait globalement comme cela. Voilà, environ. On a des petites excursions de temps en temps, mais globalement, on a un niveau de résistance à 0,97,5. Donc là, c'est un niveau de prise de bénéfice si vous êtes à l'achat à court terme. Personnellement, je pense qu'il peut venir à la parité. Si bien évidemment le dollar US continue son rebond, s'il casse encore une fois son support à 92,50 points, l'USD CHF s'enfoncera. Mais bon, partons du principe que en tout cas c'est ma stratégie, c'est mon scénario. Je pars du principe que le support tient et devrait tenir encore pendant quelques semaines au moins, au minimum. Après, nous verrons bien si on a des statistiques qui vient encore pénaliser des XY et si on a que deux hausses des taux en 2017. Alors bien évidemment, enfin, je pense que le DXY s'enfoncera bien en dessous de ce niveau de prix. Mais bon, pour le moment, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour envisager une vente sous les 92,50. Euh, Suis-je le seul à avoir un décalage de l'image de la part de Daniel? Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que l'image et le son sont bien synchronisés ensemble, s'il vous plaît, chers auditeurs et auditrices? C'est nickel, nous dit François, c'est ok, nous dit Emmanuel, Frédéric, tout est ok. Écoutez, voilà, Brigitte, Jean-Yves, Nicolas, c'est parfait. Écoutez, Daniel, je pense que l'image le problème d'image vient de chez vous. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour ces confirmations. Alors, où j'en étais euh, Alors j'en étais à l'USD Yen. Voilà, l'USD Yen concrètement, moi je crois encore au rebond du DXY à court et moyen terme. Attention, sur du long terme, je ne suis pas vraiment bullish sur le DXY. Enfin moyen long terme, je ne suis pas vraiment bullish. Je suis ouvert à toute stratégie. Pour moi, j'ai pas vraiment de conviction forte sur DXY à long terme. Ça va vraiment dépendre de l'évolution de l'inflation, hein. Si on a une inflation qui revient à 2% au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, ça stabilise autour des 2%, le DXY, il va revenir très très haut. Maintenant, si l'inflation continue à se dégrader tant vers les 1%, ce qu'il est en train de faire depuis le début de l'année, alors le DXY sera baissier et cassera, je pense, les 92,50 d'ici quelques semaines, quelques mois. Voilà. Mais en attendant, le DXY à court terme est sur niveau de support de long terme et les positions acheteuses sont selon moi à privilégier. Voilà, après ça reste mon opinion. L'USD Yen donc, je privilégie l'achat, direction les 112,40, c'est toujours d'actualité. L'USD CAD, voilà, repli à cause des minutes de la Fed, mais il y a toujours le scénario, c'est jusqu'à 1,30. À noter toutefois que d'un point de vue technique, l'USD CAD a parfaitement été rejeté sous les 1,2765. D'où, encore une fois, l'importance des niveaux de clôture mensuels. Parce que là, les niveaux que je trace, pour ceux qui me suivent qui suivent ce webinaire pour la première fois, je trace des niveaux de clôture mensuels, des pivots qui sont importants. Voilà, François qui nous dit son image parfaite, mais il dit cache de temps à autre, sans plus, très bien. Euh, Très bien. Merci pour ces confirmations et ces précisions. Le GBP USD qui, quant à lui, rebondit sur son canal, sur son biseau ascendant, comme vous pouvez le voir. Donc on a bien fait d'attendre la clôture. Hier on avait un chandelier, je me souviens, un chandelier de repli de la livre qui était sous ce biseau, sous cette figure chartisme et qui nous donnait un signal de vente. On avait bien dit qu'il fallait attendre la clôture et voilà, on attend la clôture et on n'a pas de signal de vente. Donc c'était vraiment un piège pour les vendeurs qui avaient hier sur la livre sterling. JBP USD pour moi c'est pas la meilleure paire qu'il faut shorter à court terme.
en tout cas sur la livre, pardon, ça va être l'euro GBP qui est beaucoup plus intéressant. Donc le GBP USD d'un point de vue technique, et bien là, on a là, on a là une stratégie qui devrait être haussière, direction les 1,30. Voilà, c'est pour moi la stratégie technique à adopter. Maintenant, écoutez, comme je vous l'ai dit, je crois au rebond du DXY et donc il pourrait faire pression sur la livre sterling. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que la livre va superformer le dollar ou non? Si elle superforme le dollar, alors la livre va revenir à 1,30. Si elle sous-performe le dollar, la livre s'enfoncera à 1,26. Voilà, donc tout va dépendre vraiment de la tendance de la livre ces prochaines séances. Parce que pour moi, le DXY va rebondir. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que la livre va également rebondir? Et si elle rebondit, est-ce qu'elle va rebondir avec un momentum plus fort que le dollar US? Ou est-ce qu'elle va consolider ou même se replier? Ou alors est-ce qu'elle va rebondir avec un momentum beaucoup plus faible? Dans ce deuxième scénario-là, ça sera baissier pour la livre. Enfin, baissier pour le GBP USD. L'euro GBP. Alors l'euro GBP, paire extrêmement intéressante qui continue petit à petit sa tendance. Voilà, ça fait depuis mai, depuis mai que l'euro porte le cours de l'euro GBP petit à petit à des niveaux toujours en progression. Depuis le 11 mai jusqu'au 11 août, donc en 3 mois, le cours a progressé de 7,80%. Donc vous voyez, il y a pas beaucoup de momentum sur l'euro GBP, il faut vraiment être patient. Mais voilà, plus 7,80%, c'est une performance assez bien, assez bonne. Du 11 mai, du point bas qui a été fait le 10 mai jusqu'à aujourd'hui, il y a une performance quand même de quasiment 9%. L'objectif à 0,9142 a été testé cette nuit. Donc l'objectif a été atteint. Et on peut d'ores et déjà projeter la tendance de l'euro GBP à ce niveau de prix qui est le 0,9235. Donc voilà, ça va être le prochain objectif pour ceux qui veulent continuer à être à l'achat. Et honnêtement, je pense que c'est une bonne chose de continuer les positions acheteuses. La livre n'a aucune raison de superformer l'euro, en tout cas selon moi, à part si, bien évidemment, on a la Banque d'Angleterre qui commence à avoir un cycle de hausse des taux, mais honnêtement, ce n'est pas du tout ce qui est prévu par le marché, ce n'est pas ce qui est anticipé, c'est en tout cas ce qui est anticipé de moins en moins, et donc l'euro devrait continuer de superformer. D'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique, on a clairement une superperformance de l'euro. Quand on regarde la tête de l'euro et la tête de la livre sur un an glissant, on a clairement un euro qui est fort et une livre qui essaye de comment dire, de repartir à la hausse. Mais voilà, on a le Brexit, on a toujours le Brexit qui est dans la tête des investisseurs et qui empêche la livre de progresser, tout simplement. Voilà. Le seul facteur qui pourrait faire superformer la livre, comme je vous l'ai dit, c'est si la Banque d'Angleterre commence un cycle de hausse des taux et qu'elle a un cycle de hausse des taux assez important. Dans ce cas-là, le GBP USD revient à 1,35. Oui, 1,35 pardon, et l'euro GBP sera sous pression et pourrait revenir à 0,83. Voilà. Mais pour le moment, c'est pas du tout ce qui est anticipé par le marché. On a plus de probabilité que la BCE augmente ses taux plutôt que la Banque d'Angleterre. Voilà. Donc honnêtement, l'euro GBP, c'est une stratégie de moyen long terme qui, euh, comment dire, c'est un pari de la superperformance de l'euro face à la livre. Si vous pensez que l'euro va superperformer la livre sterling, c'est l'euro GBP où il faut se mettre. Et les probabilités, pour moi, le potentiel à moyen long terme, à long terme plutôt, c'est la parité. Voilà, concrètement, moi, je suis d'avis à ce que l'euro GBP atteigne la parité d'ici 6 mois, 1 an. Voilà, en tout cas avec le momentum qu'on a, avec la parité, on n'est plus très très loin. Donc pour moi, dans 1 an, c'est quelque chose qui est possible. Mais déjà, si nous arrivons à 0,95, 48, qui, comme vous pouvez le constater, est un niveau de résistance de quand même très long terme. Alors là, on est depuis 1980. Je vais regarder sur la TradingView si nous avons un historique encore plus important. Mais voilà, on est quand même sur des niveaux très très long terme. 0,4. Voilà, j'ai pas plus historique que 1993 sur la TradingView. Mais donc vous voyez que depuis 1980, voilà, on a le plus haut a été fait à plus haut 0,9804. Mais le prix de clôture, vous voyez, il a été fait à 0,9550.
Donc déjà 0,8550, c'est une stratégie de moyen terme. Alors quand est-ce qu'on arrivera à 0,9550? Je ne peux pas vous donner une date précise, mais je dirais en l'espace de quelques mois, ça devrait être possible. Quand je dis quelques mois, ça va être à partir de 4 mois, je pense. 4, 5, 6 mois, voilà. Fin de l'année, début d'année prochaine, 0,95, 50, ça me semble un scénario envisageable. Bref, je reste haussier sur l'euro GBP. NZD USD. Le NZD USD qui recule à court moyen terme, qui rebondit à court terme parce que, comme je vous dis, on a le DXY qui a été sanctionné hier par la Fed, et donc voilà, toutes les paires, tous les autres devises majeures rebondissent. Voilà, donc le NZD rebondit, mais je maintiens mon scénario baissier sur le NZD. C'est la devise qui sous-performe le Forex sur 5 jours glissants. On va voir ça ensemble. J'aimerais faire voir ce graphique tous les jours. Maintenant, il faut me dire si ça vous intéresse ou pas. Mais personnellement, j'aime bien regarder ce graphique de l'euro qui compare donc l'euro, le DXY, le yen index, l'australien et alors là je me suis trompé. Donc c'était le SXY que alors on a 2, 4, 6, 8. Voilà, on a les 8 paires. Les 8 paires. Donc ça c'est un graphique que j'aimerais vous faire voir tous les jours parce que c'est vraiment un graphique qui est intéressant pour les traders, pour nous traders de forex, parce que ça va nous donner les tendances de court, moyen et long terme. Alors ça va pas nous donner des prévisions, loin de là, ça nous donne simplement les tendances qu'il y avait. Et bien là par exemple c'est sur 5 jours glissants, mais ça peut également être sur un mois, sur un an, sur 5 ans. Donc pour moi c'est vraiment un outil qui est essentiel, qui est vraiment intéressant pour connaître les tendances. Et ensuite, il suffit de connaître les devises fortes, les devises faibles, et vous croisez les devises fortes avec les devises faibles et vous avez les tendances du Forex. Voilà. Donc sur 5 jours glissants, on est sur 5 jours, devises fortes, alors, 5 jours, dollar CAD, euro et NZD qui rebondit. Vous voyez le NZD, hier, je me souviens, le NZD c'était l'une des pires devises, vous voyez. Et dorénavant, le NZD, en fait, toutes les autres devises sont achetées, mis à part, donc, là, c'est la barre des 0% de progression en 5 jours glissants. Donc, vous voyez que sur 5 jours glissants, dorénavant, le dollar US sous-performe et baissier avec le yen. Donc, on va essayer de... Bon, le dollar, personnellement, il est sur niveau de support, donc on va l'exclure des stratégies vendeuses, en tout cas selon moi. Mais par contre, le yen, on voit bien qu'il y a une sous-performance du yen. Et donc, le yen, on va essayer de le vendre face, eh bien, on a le dollar CAD, le NZD, l'AUD ou l'euro. Voilà, donc on va combiner des stratégies d'achat sur le CAD. Alors le CAD, on va l'exclure également. Pourquoi? Eh bien parce que le pétrole est baissier, tout simplement. Donc voilà, le CAD, moi je vais mettre de côté. Mais par contre, l'AUD, le NZD, l'euro, face au yen, ça peut être des stratégies intéressantes. Voilà, Franck qui également confirme ce graphique. Oui, j'aime bien, ça permet de bien visualiser les tendances. Exactement, ça permet de bien visualiser les tendances. Voilà. Après, faut pas non plus se jeter dans la gueule du loup. C'est-à-dire, c'est pas parce que le CAD est la plus forte et le yen la plus faible que par exemple il faut acheter le CAD yen. Faut également réfléchir ensuite. Le CAD, on sait qu'il est corrélé au pétrole. Le pétrole, quand on voit sa tendance, regardez un petit peu la tendance du pétrole. Le pétrole il est clairement baissier. D'ailleurs, le scénario, mon sentiment que j'avais sur le pétrole se valide peu à peu. Donc, objectif, je vous rappelle, 46, 43 $, puis je pense qu'il peut même venir à 45, voire plus bas. Si on peut tracer une ligne de tendance, mais on a clairement une tendance baissière. On a des points hauts de plus en plus bas, ce qui matérialise une tendance baissière. Voilà, je vous le rappelle que c'est ça une tendance baissière, c'est des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Et là, c'est ce qui est le cas. Vous voyez, j'ai tracé en rouge. Bon, on va enlever cette ligne, ça sert à rien. On voit clairement qu'il y a une tendance baissière. Voilà. Donc on a une tendance baissière et écoutez, le support, il se fait à 42 $. Donc concrètement, il y a un potentiel baissier à moyen terme jusqu'à 42 $. Et donc le CAD a encore une marge pour moi qui est attendue à la baisse. Un avenir proche qui devrait être baissier. Donc par contre, l'euro,
l'AUD, le NZD. Voilà, ça va être des devises qu'on va privilégier à l'achat. Et donc le NZD, USD, personnellement, moi, j'y touche pas. Je garde une stratégie vendeuse, même si je pense qu'il faut être prudent parce que le dollar US est replié. Mais NZD yen, voilà, NZD yen, pour moi, ça peut repartir à l'achat. Ça peut partir boule jusqu'à la moyenne mobile à 50 jours dans un premier temps, puis les 83. Après, encore une fois, le yen, hein, la, la constante qui va faire fluctuer le yen de façon importante, ça va être le climat sur les marchés. Si on a une hausse des tensions, une nouvelle hausse des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis, le yen, le gold, les valeurs refuges seront recherchées. Le yen sera la devise la plus achetée. Et donc, les achats sur le yen, les ventes sur le yen, par exemple, si vous achetez le NZD yen, c'est achat NZD vente du yen, eh bien, toutes les ventes de yen seront pénalisantes. Donc voilà, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. C'est pas parce que le yen est baissier sur les 5 jours glissants qu'il faut shorter le yen sur toutes les paires que vous connaissez. Voilà. Mais comment dire, contrôlez le risque et tout se passera bien. Voilà. Donc si vous vendez du yen, ne mettez pas non plus trop de levier, limitez votre nombre de positions, limitez surtout le pourcentage d'exposition au yen. Par exemple, je ne sais pas, peut-être 5% maximum de votre capital qui est exposé à la vente sur le yen, ce qui est déjà, je pense, quand même pas mal. C'est juste un exemple, hein, mais c'est juste pour vous dire, ne faites pas que shorter du yen. Diversifiez-vous. C'est important. Parce que certaines personnes pourraient se dire que voilà, vendre du NZD yen, vendre de la UD yen, c'est de la diversification. Pas vraiment. Pas vraiment, ça revient à shorter du yen, et on sait que l'AUD et le NZD sont globalement corrélés. Hein. Si vous regardez donc, hop, hop, voilà, donc l'euro en bleu, mais si on oublie l'euro, regardez l'AUD et le NZD, vraiment ils évoluent de la même façon. Donc c'est pas de la diversification, mais c'est plutôt de la concentration. Voilà. Bref, on continue avec ce point de marché. Donc à court terme, on voit les devises fortes. Les devises fortes, comme je vous l'ai dit, on a le CAD, mais bon, le CAD, on va le mettre entre parenthèses. Mais sinon, on a l'AUD, le NZD, l'euro, et en devise faible, on a le DXY, mais qu'on va mettre également entre parenthèses, et on a le yen et le CHF. Le yen et le CHF, pourquoi le CHF il est plutôt baissier? Tout simplement parce que le CHF est surévalué d'un point de vue fondamental, ce qui pénalise l'inflation. Et on a également son aspect refuge qui, pour le moment, n'est pas une valeur qui est recherchée comme en témoigne le yen, qui sous-performe. Et donc voilà, on a deux critères qui permettent d'estimer que le CHF devrait reculer. Et donc une stratégie intéressante, ça va être l'achat euro CHF. C'est pareil, l'achat euro CHF, c'est pour moi un trade de moyen terme qui est vraiment, je ne dirais pas gratuit, mais voilà, c'est un peu comme l'euro JBP, dans le sens que ça devrait continuer de progresser. Donc là, l'euro CHF, objectif 1,15. Pour moi, c'est ça. Voilà. Après, il faut chercher des bons points d'entrée. Les bons points d'entrée, ça peut être un RSI près de 50, ou qui veut dire qu'il y a peut-être un rebond du momentum, un retour sur la moyenne mobile à 50 jours, pardon, un retour sur le support à court terme qui est à 1,13. Ouais, si le cours revient à 1,13, ça peut être une stratégie, un niveau de prix pour passer à l'achat, ils faisaient les 1,15, puis même les 1,20. Voilà. Donc pour moi, l'euro s'achève, c'est haussier sur du moyen terme. Euh, l'euro yen qui progresse, l'USD yen, l'euro yen. Alors, AUD yen, ça va être intéressant, pareil. Vous voyez, on a une stratégie à l'achat depuis hier, direction 89, toujours d'actualité. NZD yen, comme je vous l'ai dit, à l'achat, mais attention de ne pas trop se concentrer sur le yen. Limitez votre exposition. Voilà, choisissez une ou deux paires en yen et restez sur une ou deux paires en yen. Voilà, ne faites pas l'achat euro yen, AUD yen et NZD yen. Ou alors diminuez le nombre de positions. Si par exemple, au lieu de mettre, je sais pas, 3000, 3 lots sur l'AUD yen, par exemple, si vous pensez que l'euro, le NZD et l'AUD sont haussiers, vous pouvez faire un lot sur l'euro yen, un lot sur le NZD yen et un lot sur l'AUD yen. Ça vous permet de limiter votre exposition face au bruit intraday qui sont les événements économiques. Parce que par exemple, il suffit qu'on a un mauvais taux de chômage. Si on avait un mauvais taux de chômage cette nuit en Australie, l'AUD aurait été pénalisé.
et donc votre position on aurait pris un coup. Par contre, si vous étiez sur les trois positions, c'est-à-dire euro-yen, AUD-yen, NZD-yen, avec un risque adapté, bien évidemment, eh bien, ce bruit en intraday qui a été fourni par les annonces économiques, eh bien, aurait été aplati. Voilà. Mais vous êtes toujours autant concentré sur le yen, hein, je vous rappelle. Donc voilà, il y a une stratégie en fait vendeuse du yen en intraday, et ça va être achat euro, achat AUD, achat NZD en intraday. Voilà, c'est ça en fait les stratégies. Attention néanmoins l'euro, je vous rappelle qu'on a l'inflation qui est très importante, hein. L'inflation tout à l'heure à 11h, on aura le compte rendu de la politique monétaire de la BCE à 13h30. Donc l'euro c'est pas forcément la devise sur laquelle il faut se positionner de façon la plus pour être le plus sûr. Après l'AUDMZD, la majeure partie des volumes se font en séance asiatique, ce qu'il faut savoir. Mais bon, voilà, l'AUD, le NZD, ça peut quand même être des stratégies payantes sur du swing trading. On passe aux indices, vous voyez, le CAC qui continue son rebond, plus 0,36% depuis l'ouverture des marchés. Alors attention, on a eu un nouvel échec sous la moyenne mobile à 50 jours. Hier, on avait un beau momentum haussier et au final, il a clôturé dans son canal descendant. Donc attention à ne pas être trop optimiste, je pense, sur les indices européens. Donc voilà, c'est bullish. On a pour le moment une cassure. Est-ce que pour autant, on va clôturer au-dessus? Je ne sais pas. Et même si on clôture au-dessus, tant qu'on reste sous la moyenne mobile à 50 jours, pour moi, le momentum reste clairement baissier. Vous voyez, la stratégie hier, c'était un potentiel haussier jusqu'à la moyenne mobile à 50 jours. Et bien, pour ceux qui ont suivi la stratégie, c'était l'un des points maximum à anticiper. Aujourd'hui, c'est pareil. Pour moi, si vous êtes à l'achat, pourquoi pas? Le plus haut, il faudra viser la moyenne mobile à 50 jours. Au-delà, ça me semble assez compliqué. Surtout qu'au-delà, juste au-dessus, il y a les 5200 points. Donc pour moi, voilà, si vous êtes à l'achat sur le CAC, honnêtement, pourquoi pas? Ça, c'est justifiable, hein. On a des marchés actions qui sont orientés à la hausse depuis le début de la semaine. On a un euro qui est plutôt orienté à la baisse. Donc voilà, on a globalement pas mal, on a quelques facteurs qui soutiennent les indices actions, les marchés actions, pardon. Et donc pour moi, le CAC qui pourrait revenir en intraday, tester la moyenne mobile à 50 jours qui est à 5192. Maintenant, est-ce qu'on va clôturer au-dessus? Je ne pense pas. Donc je garde un pied baissier sur du moyen terme. Le DAX a testé les 12 300, qui est le niveau de résistance annoncé hier, hein, encore une fois, et qui est le même niveau qu'il faut viser en intraday. Pour moi, s'il y a un potentiel haussier, si vous êtes à l'achat, ça se justifie encore une fois. Mais honnêtement, 12 300, c'est le take profit maximum qu'il faut viser. Pour moi, il n'y aura pas de dépassement ou de clôture au-dessus des 12 300 points. L'Eurostoxx, qui est également bien orienté à la hausse, mais qui reste sous son oblique baissière et sous sa moyenne mobile à 50 jours, qu'elle a presque testé hier. Donc pareil, pour moi, l'Eurostoxx, donc il teste cette oblique. Il semble qu'il y a un momentum un peu plus faible, et que la moyenne mobile à 50 jours soit un peu plus loin. Mais bon, à la rigueur, en swing trading, pourquoi pas viser la moyenne mobile. Attention néanmoins, vendredi, c'est prise de bénéfices. On a une semaine plutôt haussière sur les indices. Regardez en hebdomadaire. Mince, on est en mensuel. Hebdomadaire, on a des chandeliers haussiers sur l'Eurostoxx, sur le CAC, sur le DAX. Et donc, qui dit chandelier haussier, qui dit prise de bénéfices le vendredi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura un chandelier rouge, ça ne veut pas dire qu'on aura un chandelier baissier, mais on aura certainement un momentum inférieur à ce qu'on a vu tout au long de la semaine. Donc des stratégies trop ambitieuses en cette fin de semaine, faudra faire attention. Voilà, donc l'Eurostoxx concrètement en intraday, si j'avais un objectif à donner, ça serait les 3000, 3490, 3500 au maximum. On passe sur le gold qui continue son siècle grâce aux minutes de la Fed. Moyenne mobile à 20 jours, vous voyez, encore une fois hier, on avait souligné le fait qu'on avait ce test de la moyenne mobile à 20 jours et que la dernière fois que le cours avait testé cette moyenne mobile, eh bien il avait rebondi. Donc ça nous invitait à l'imprudence. Et donc l'once d'or, vous voyez, il est parti. Depuis, il a pris quasiment 20 $. Et voilà, il s'approche de notre scénario aussi jusqu'à 1300. Est-ce que c'est l'impulsion qui permettra à l'once d'or d'atteindre enfin
les 1300 $, qui est un niveau de prix qui n'a pas été vu depuis l'élection de Donald Trump? Peut-être. Je vous rappelle que le gold progresse pas qu'à cause de la Corée du Nord, mais dans un climat où il y a des incertitudes et de plus en plus importantes aux États-Unis. On a la Fed qui, comme je vous rappelle au début de l'année, le marché tablait sur 3-4 hausses des taux et a priori on pourrait avoir que 2 hausses des taux cette année, ce qui est vraiment une déception du marché. Et également Donald Trump. Donald Trump qui avait promis qui avait fait beaucoup de promesses économiques et qui allait stimuler la croissance et les entreprises américaines. Et pour le moment, il n'y en a aucune qui ont vu le jour. Voilà. Le plan d'investissement de 1000 milliards de dollars qui devait être euh, pardon, payé par les économies faites sur l'Obamacare est toujours rejeté par le Sénat. Par le Sénat ou par la Chambre des représentants. Je ne sais plus exactement. Bref, en tout cas, elle n'est toujours pas passée. Elle est toujours renvoyée au gouvernement pour une revue. Voilà. Donc pour le moment, pas de modification de l'Obamacare, donc pas de plan d'investissement de 1000 milliards de dollars. En plus de cela, la baisse de la fiscalité, le plan n'a pas été encore publié. Donald Trump a dissous hier 2 comités économiques qui étaient composés de grands patrons très très connus, enfin des patrons entre guillemets à succès, donc des grands patrons, dont il y en avait un qui a démissionné il n'y a pas longtemps, qui est très connu, c'est Elon Musk, l'ancien actionnaire de PayPal, actionnaire et même cofondateur ou fondateur, je ne sais plus exactement, bref, et qui est maintenant dirigeant donc de Tesla, de SpaceX et de Solar Panel, il me semble, ça s'appelle comme ça. Bref, Tesla, pour ceux qui, tout le monde connaît Tesla. Donc, était également un de ses conseillers et qui a démissionné suite euh, à la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, de l'accord de climat de Paris. Voilà. Bref, hier, suite à la mauvaise, au manque de condamnation des sujets qui ont eu lieu le week-end dernier par rapport au Ku Klux Klan. Donc ça c'est politique, on n'est pas là pour parler de politique. Mais bon, suite à ce problème de positionnement de la part de Donald Trump, beaucoup de patrons, de dirigeants qui faisaient partie de ce comité ont quitté le comité et donc Donald Trump a dissous. Et ce comité était plutôt prometteur pour Wall Street, qui voyait, eh bien, imaginez, des grands entrepreneurs qui ont réussi et qui ont des grandes entreprises qui vaut des milliards de dollars, et bien qui conseillent le président, et bien c'est un bon signe pour Wall Street. C'est un très bon signe pour Wall Street. Maintenant que le comité les 2 comités ont été dissous, on n'a toujours pas de baisse de la fiscalité, on n'a toujours pas de plan d'investissement. Écoutez, ça fait du poids en plus et donc ça fait des inquiétudes en plus qui justifient également la hausse du cours de l'or. Ce n'est pas à cause de cela qu'on a une hausse massive, mais je dirais que c'est un point en plus qui justifie le fait que l'once d'or est plus révélateur que et plus un meilleur rendement que le S&P 500 depuis le début de l'année. Voilà, on parle de Wall Street, nouveau record, oui, Wall Street marque des nouveaux records, mais regardez, on va mettre donc le SPX, donc qui est le S&P 500, depuis le début de l'année, et on va le comparer au gold. Voilà. Le gold a quasiment surperformé, vous voyez, si on devait tracer vous voyez, on va prendre un petit peu de temps, on va tracer les zones de surperformance du gold face au S&P. Alors, hop. Hop, et on va se mettre en jaune les zones de surperformance et on va supprimer un petit peu ces lignes, voilà, ce qui nous servent pas à grand chose. Alors, on va faire un graphique propre qu'on va tweeter ensemble ensuite, qui je pense est très intéressant. Voilà, donc on a le gold en jaune et le S&P en vert.
Voilà, Gold, S&P, et on va tracer les zones de sous-performance. Voilà, donc là, le Gold superforme. Vous voyez, alors, year to date. Voilà, le Gold superforme. Pourquoi? Parce que la courbe jaune croise la courbe verte, hein, pour qu'on soit d'accord. Hop, alors. Voilà, donc là, le Gold, pareil, surperforme. Donc ça montre bien, hein, vraiment l'inquiétude des investisseurs. Bon, cette période-là, on va le donner au bénéfice du S&P. Et ce moment-là, mince. Alors, voilà. Donc on a vraiment, en termes de, comment dire, de, euh, alors, en termes de pourcentage, visuellement, on pourrait dire que 60% du temps cette année, le gold superformait le S&P. Donc vous voyez, c'est vraiment très important cette superformance du gold qui est selon moi à ne pas sous-estimer et qui montre bien les conflits et les inquiétudes de fond des investisseurs euh, qui sont quand même assez nombreuses. Ça peut être la Grèce, ça peut être le Brexit, ça peut être Trump, ça peut être la Fed, ça peut être la bulle, enfin la bulle. Peut-être pour certains la captation boursière des valeurs technologiques. Voilà, ça peut être un tas de choses qui justifient cette hausse du gold. Ça peut être également les tensions également entre la Corée du Nord et la Chine, bien évidemment. Donc voilà, il y a pour moi un tas de facteurs qui justifient cette hausse du gold. Mais en tout cas, le fait est que le gold surperforme 11,49% de performance du gold contre 10,24 du S&P. Voilà, donc ça montre bien vraiment les tensions qu'il y a et les inquiétudes qu'il y a un petit peu partout dans le monde et que les investisseurs réagissent. Donc voilà pour le gold. Personnellement, c'est pour cela que je vise les 1300 $ pour revenir au sujet principal. On a une super performance du gold. Wall Street marque des nouveaux records. Il n'y a pas vraiment de raison que le gold repart à la baisse à 1200, à part si bien évidemment tout se passe le mieux pour Gold et il arrive à faire passer ses projets de loi. La Fed n'a plus de problème d'inflation. Alors là, bien sûr, évidemment, le gold reviendra à 1200, voire même plus bas. Maintenant, est-ce que c'est le scénario le plus envisageable à ce moment-là, le 17 août 2017? Écoutez, moi je ne pense pas, et en tout cas les investisseurs, c'est pas ce qu'ils ont l'impression de payer et d'anticiper. Donc voilà, le GOD pour moi 1300, ça me semble être une zone de prise de bénéfice assez intéressante. Est-ce qu'on peut aller au-dessus? La réponse est oui. Tout dépendra de l'évolution des inquiétudes qu'il y a, toutes ces inquiétudes que je vous ai citées. Mais en tout cas 1300, c'est vraiment l'objectif à 100%, l'objectif qu'il faut viser. Et le pétrole, donc comme je vous l'ai dit, hein, on a une tendance baissière depuis le début de l'année. Et pour moi, le support, le must serait que le cours revienne à 42 $. D'un point de vue technique, hein, je ne parle pas d'un point de vue à pompe à essence, parce que forcément, enfin si ça serait une bonne chose également, excusez-moi. Donc ça serait une bonne chose pour nous en tant qu'utilisateurs, consommateurs. Enfin bref, le pétrole baisse. On a eu un signal de vente qu'on avait donné le 14 août dernier grâce à la cassure de 50 de la part du RSI. Donc on a un momentum qui a été déclaré à la baisse. On a eu la cassure de la moyenne mobile à 20 jours. Il y a un niveau de rebond, un rachat de position à 47 $ qui correspond à la moyenne mobile à 50. Mais sinon, le prochain niveau de support important est à 46,43, donc 46,50 en fait, parce que le gold, comme le pétrole ou comme des autres, comme les indices, réagissent assez bien aux valeurs, aux seuils psychologiques, tout comme le forex. En fait, tous les actifs réagissent assez bien aux seuils psychologiques. Alors, qu'est-ce que c'est des seuils psychologiques? C'est des chiffres ronds. Quand on dit une parité, il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup d'investisseurs, de spéculateurs, de traders, ce que vous voulez, des institutionnels, peu importe, qui vont estimer que la parité, soit c'est trop, soit c'est pas assez.
voyez, on parle de parité, on parle pas de 1,7880 cents. Vous voyez, on parle de parité. C'est psychologique. Il y a beaucoup de décisions venant des institutionnels, de la finance, d'un tas de personnes qui se font sur les seuils psychologiques. C'est pour ça qu'on a des réactions importantes à 50 $ le baril, à 55, à 45, etc., etc. Et plus le chiffre est important, comme une parité, et plus on aura des rebonds ou des impulsions, des volumes importants. Bref. Donc le pétrole, pour moi, le must serait qu'il revienne à 42 $, qui est son niveau de support plurimensuel, j'ai envie de dire. Et voilà, donc prochain niveau de support, 46,50. Ensuite, ça sera 45 $, qui correspond également à 38,2% de retracement de cette tendance haussière, qui a eu lieu de janvier 2016, pardon, à la fin de l'année 2016, donc du début à la fin de l'année 2016. Ce serait également les 38,2%. Et donc concrètement, ça serait une zone qui, d'après la théorie de Fibonacci, sur une zone où le cours a une probabilité élevée de rebondir. Voilà. En tout cas, ça serait une cible. 45 $, vous voyez, c'est un seuil psychologique, mais c'est aussi un seuil de Fibonacci. Bref, la tendance est baissière sur le pétrole. François nous demande le Bitcoin et l'Ethereum. Alors, le Bitcoin, écoutez, il semble se stabiliser à 4322 après un début de semaine assez compliqué où les revenus sont à barre des 4000 $. Le Bitcoin qui vaut dorénavant plus de 3 onces d'or se stabilise. Alors, est-ce que c'est le moment de payer le Bitcoin? En tout cas, pour le vendre, ça serait, je pense, une mauvaise stratégie lorsqu'on regarde le cours, lorsqu'on regarde l'état du cours. Eh bien, les stratégies vendeuses n'ont pas été celles les plus payantes. Donc, on va plutôt se focaliser sur les stratégies acheteuses. Maintenant, honnêtement, moi, ce que j'attendrais en tout cas pour payer les crypto-monnaies et le Bitcoin, excusez-moi, ça serait eh bien une nouvelle divergence baissière comme avait eu lieu au mois de juin et mai. Alors, vous voyez le RSI. Donc là, mince, tac, divergence baissière. Ah mince, alors excusez-moi. Tac, divergence baissière. Voilà, donc moi j'attends ce même type de configuration technique. Une divergence baissière du RSI. Une divergence baissière, un point bas. Donc avec cette divergence, d'après les retracements de Fibonacci, nous pourrions anticiper une baisse de 50%, vous voyez. Et donc concrètement, si on a une divergence à ce niveau de prix actuel, je dis bien actuel, ou s'il est plus haut, par exemple si la divergence se fait à 5000, si on a le plus haut qui fait à 5000 et on a une divergence, imaginons, on mettra donc le poids haut à 5000 et on attendra 3400 $ pour l'acheter. Voilà, mais en tout cas, faudrait, je pense, attendre des pullbacks pour payer le Bitcoin, parce que malgré le fait qu'il progresse tout le temps, enfin quasiment tout le temps en termes de pourcentage, on a quasiment des nouveaux plus hauts chaque semaine. Mais mis à part cette information-là, je pense qu'il ne faut pas acheter le Bitcoin à n'importe quel prix. Déjà, d'un point de vue rationnel, enfin il n'y a pas de rationalité dans le prix du Bitcoin, honnêtement 4300 $, il n'y a aucune rationalité dedans. 3 onces d'or, vous imaginez. Mais en tout cas, j'attendrai un repli au moins de 50% de la dernière tendance haussière pour payer le Bitcoin. En tout cas, ça me semblerait un niveau de prix intéressant. Voilà. Et sinon, alors, je veux juste regarder. D'accord, non, c'est rien. Alors, et l'Ethereum, donc l'Ethereum, alors j'ai pas l'Ethereum vient d'être coté, donc ça fait un peu plus d'1 mois qu'il est coté sur IG. Donc je vous rappelle, chez IG, vous pouvez trader le Bitcoin et l'Ethereum. Hop. Alors on va juste prendre, voilà, je vais enregistrer cette image que je vais tweeter un petit peu, juste après le webinaire. Voilà. Comme ça, elle est sauvegardée. Alors l'Ethereum, ETH USD. Mince, ETH USD. Voilà. L'Ethereum. Donc l'Ethereum, le signal d'achat avait été donné lorsque le RSI avait cassé 50. RSI, voilà. Le RSI avait cassé 50.
on avait un signal d'achat. Donc c'est un petit peu comme ça sur les crypto-monnaies que je constate. Enfin, faut pas non plus chercher à faire trop compliqué, les divergences ou cas sur la hausse de 50, ça peut être des signaux. Ça peut être des signaux à la hausse. Voilà, donc là, cassure de 50, et vous voyez, eh bien on avait un signal, pardon, qui était largement exploitable. Voilà, là on avait cassure de 50, cassure de 50 à ce moment-là. Voilà. Donc voilà, le peu de signaux où on a une cassure de 50, mis à part celui-ci, eh bien on avait plutôt des bons signaux. Enfin deux bons signaux, parce que voilà, on avait que deux auparavant sinon. Donc voilà, on avait un signal technique qui était à 218 $. Ce que j'aimerais voir serait un retour à 250. Mais honnêtement, je pense que l'Ethereum, il est parti pour progresser jusqu'à 400 $. Il est parti, je pense, pour remarquer des plus hauts. L'Ethereum qui affiche, d'après CoinMarketCap, donc qui est un site assez populaire pour avoir des informations pas fondamentales, mais plutôt techniques sur les crypto-monnaies. On regarde trade volume, dernière 24 heures. Ah, pardon, 44% sur du Bitcoin. Donc 44% du volume des crypto-monnaies sur les dernières 24 heures sont réalisés par le Bitcoin et 20% sur l'Ethereum. Voilà. En général, donc l'Ethereum, c'est la crypto-monnaie numéro 2 en termes de capitalisation boursière et en termes de volume. Il y a des jours où l'Ethereum passe premier. Donc en termes de volume, j'ai envie de dire, si on devait faire une moyenne, il n'y a pas une grande différence entre l'Ethereum et le Bitcoin. Certes, le Bitcoin, d'un point de vue moyenne, c'est un petit peu supérieur, comme j'avais tweeté, alors j'avais tweeté cela il y a quelques temps. Alors, on va regarder ça. J'avais mis le volume moyen des top 10 des crypto-monnaies sur les 30 derniers jours et qui était à, voilà, c'est ici. Donc vous voyez, le volume moyen du Bitcoin des 30 derniers jours au 13 août 2017, il était à 1,284 milliards, ouais, 1,284 milliards de dollars par jour. Et l'Ethereum, 1,127 milliards de dollars. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment une grande différence par rapport à la troisième crypto, si on enlève le Bitcoin Cash qui a été créé le 2 août dernier, mais si on enlève le Bitcoin Cash et le Litecoin qui vient ensuite, en termes de capitalisation boursière et en termes de volume. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un gros gap et l'Ethereum, c'est vraiment une crypto qui est populaire, qui est démontré par le nombre de volumes moyens. Donc ça montre que voilà, il y a des gens qui tradent le Bitcoin, il y a beaucoup d'échanges du Bitcoin. Il n'y a pas que des trades, il y a aussi des achats et des ventes, hein, parce que voilà, les volumes, ce n'est pas que des trades, hein, c'est pas que du trading, c'est aussi des achats. Des achats et des ventes. Certes, il n'y a pas beaucoup de marchands qui utilisent les bitcoins, les Ethereum, mais de particulier à particulier, ça s'envoie. Vous pouvez envoyer des Ethereum. Et ça passe par la blockchain, et donc ça compte dans les volumes. Donc voilà, l'Ethereum est populaire. Et c'est pour cela que j'estime qu'il pourrait aller à 400 $ prochainement. Combien avez-vous de crypto chez chez IG, nous dit François, pardon. Eh bien, pour le moment, nous en avons que deux. Nous avons que deux, on a le Bitcoin et l'Ethereum. Après, sachez que l'Ethereum, nous l'avons ajouté en juillet et qu'on est assez flexible et que c'est selon le feedback de nos utilisateurs de DailyFX que le Bitcoin et que l'Ethereum est maintenant chez IG. Voilà, donc c'est parce que il y a des personnes qui ont demandé, parce qu'on a commencé à publier des articles sur Ethereum que on a demandé à ce qu'il soit chez IG et qu'il y est maintenant. Donc si il y a une demande pour du Litecoin ou pour quoi que ce soit, faites-nous en part. Nous on commence à écrire sur le Litecoin un petit peu. On va voir si ça marche, si ça marche pas, s'il y a des gens qui s'y intéressent. S'il y a des gens qui s'y intéressent, bien évidemment on ajoutera le Litecoin aux possibilités d'actifs chez IG. Voilà. On est assez flexible. Ça c'est une bonne chose. Merci Lucas pour ce compliment. Euh, Écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. J'espère avoir été complet et vous avoir donné davantage d'informations sur cet état du marché en ce jeudi 17 août 2017. Pour rappel, l'euro, la UDNZD plutôt bullish aujourd'hui, le yen, le CHF plutôt baissier. Alors le CHF un petit peu moins, mais bon, le yen en tout cas. Le gold qui progresse. Les indices européens, c'est haussier, mais attention, pas trop d'euphorie non plus, on est sous résistance. Et
inflation européenne à 11 heures, inflation de la zone euro pardon à 11 heures, et enfin le compte rendu de la politique monétaire de la BCE à 13h30. Voilà, c'est les gros topics de la journée. Merci à vous tous pour votre attention, merci à vous pour votre fidélité, et à demain, même heure, dans cette même salle de trading pour le prochain point de marché. Excellente journée à vous.